rentrer dans le cœur du sujet de notre thématique, donc ces nouveaux métiers. Et donc on va initier cette première discussion et table ronde. Donc je remercie déjà en préambule mes quatre amis et collaborateurs qui vont vous présenter leur expérience, et ça va être surtout ça la première partie de cette matinée, c'est de montrer que ce n'est pas quelque chose de si nouveau que ça, et qu'il y a des personnes qui déjà dans leur spécialité ont déjà une expérience de ces nouveaux métiers de la santé qui, je pense, est très intéressante. Et donc on en fera une table ronde. Donc je vous rappelle les quatre invités. Donc Gilles Berru, qui est président de la Société française de gériatrie et aussi du gérontopôle de Nantes. Bertrand Vabre, qui est donc ophtalmologue à Nantes et qui a monté aussi toute une structure organisationnelle autour du service d'ophtalmologie qui est très intéressante. Donc Sylvie Sachet-Huvelin, qui est responsable de la recherche clinique, qui a été créateur de plein de nouvelles activités aussi très, très importantes, avec tout un système qui s'est mis en place, qui est aussi très intéressant. Et puis Valérie Beauvais, avec qui je travaille depuis longtemps sur l'éducation thérapeutique, et qui donc est présidente de notre section d'éducation thérapeutique. Juste vous faire un petit rappel en petit chapeau, puisque c'est moi qui porte le chapeau, on va dire, par rapport à ces nouveaux métiers de la santé, que, comme on vous l'a déjà dit, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Le rapport Berland, vous voyez, le premier rapport qui était donc sur la coopération des professionnels de la santé, donc transfert des tâches et des compétences. Vous aurez un petit résumé après en ligne où vous aurez toutes les coordonnées de ce rapport pour ceux qui veulent s'y rapporter. Mettez déjà les bases de ces nouveaux métiers, et non seulement les bases théoriques, mais aussi, il faut savoir, en 2003, c'est ce qui est le plus important dans ce projet, il a mis en place des expérimentations. Et il y en a eu 5, j'en ai pris 3 en exemple: les infirmières cliniciennes en gastroentérologie, les psychologues praticiennes en psychiatrie, le rôle des sages-femmes, des IBOD, etc. Et tout. Donc 5 pistes qui ont été expérimentées effectivement dans les années qui ont suivi sur le terrain. Et puis il y a eu un premier rapport de la HAS en 2008, donc vous voyez, délégation, transfert des nouveaux métiers, conditions des nouvelles formes de coopération entre les professionnels de santé, et donc qui a tiré, déjà, 2008, il y a 10 ans déjà, il a dit, ben oui, le bilan il est positif. Le bilan est positif, et il y a 10 nouveaux projets qui ont été mis en œuvre, donc dans 3 directions: les actes techniques, réalisés par les paramédicaux, les maladies chroniques et oncologiques dans le suivi, et puis la prévention et le dépistage. Donc on a eu un nouveau rapport là qui est plus connu parce que plus récent, qui a à nouveau fait intervenir M. Berland, mais avec le rapport qu'on parle souvent du rapport Hénard et Mme Cadet aussi. Donc un nouveau rapport sur ces nouveaux métiers de santé qui étaient dits de niveau intermédiaire. Bon, les mots sont toujours très difficiles à trouver, comme je vous le disais. Et donc il a mis en évidence aussi ces besoins évidents de ces nouveaux métiers de la santé, et puis sur la base des métiers socles, hein. Alors est-ce que c'est des nouveaux métiers ou c'est des évolutions de certains métiers par rapport à des pratiques avancées comme on parle maintenant? Vous voyez, donc toutes ces histoires de vocabulaire, c'est important, mais enfin on parle tous de la même chose, bien sûr. Et puis, il y a eu quand même le rapport qui est toujours intéressant aussi, que je vous ai mis en référence, de l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est le portefeuille. Et donc, un rapport sur ces coopérations entre les professionnels de maladie. Et là, ils ont mis en évidence, oui, évidemment, par rapport aux situations existantes, il faut avoir un pragmatisme de la mise en place de tous ces réseaux. Mais il faut avoir des objectifs quand même qui soient clairement définis. On en a parlé, hein, par rapport à des objectifs de santé publique, bien entendu. Et puis, évidemment, ils ont insisté sur la dimension économique et la dimension financière qui soit réaliste de ces projets. Juste vous montrer, je voulais inviter notre collègue Gauthier, il n'a pas pu venir. C'est dommage par rapport au réseau Azalée, dont je pense dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler, qui est vraiment pour moi l'exemple type de ces types de réseaux qui marchent bien dans les maisons de santé où collaborent des médecins généralistes et des infirmières. Il y a déjà presque 200 infirmières qui sont impliquées dans ces réseaux, et donc avec des rôles des infirmières qui ont été bien définis. Donc comme vous l'avez vu dans les rapports, un rôle de dépistage, donc du tabac et BPCO, ils ont la responsabilité de pratiquer, d'indiquer la réalisation de FR,
de pratiquer des tests de mémoire des personnes âgées pour dépister des troubles cognitifs. Et puis, deuxième chapitre, des suivis de pathologies chroniques, donc des diabètes de type 2. Donc, ils ont la responsabilité de faire une hémoglobine glyquée, d'envoyer le diabétique à l'ophtalmo, de faire un ECG, et puis de vérifier l'état des pieds, et puis une prévention aussi des risques cardiovasculaires. Donc c'est un réseau qui est devenu national, avec des infirmières qui sont tant salariées que libérales, qui est financé par l'UNCAM et qui a été évalué. Toujours l'évaluation est effectivement toujours le nerf de la guerre, parce que c'est bien beau de faire des choses, mais il faut voir aussi où est-ce que l'on va. Et donc le résultat, c'est qu'effectivement, les patients qui ont été inclus par ces réseaux de santé, qui ont été suivis par ces infirmières, ont un meilleur suivi que les autres, donc une meilleure qualité des soins. Et puis, l'assurance maladie regarde évidemment combien ça coûte. Le coût, il y a un surcoût médical, parce qu'il faut les payer, ces infirmières, mais ce surcoût médical est compensé par le moindre coût par patient. Donc à peu près un équilibre au niveau financier. Donc, et puis, pour en arriver au dernier sujet qui est actuel, qui est donc la pratique avancée au niveau de ces infirmières, avec un décret et deux arrêtés qui sont en cours de concertation, donc qui s'intitule Prescription, actes techniques, suivi de patients, ce que feront les infirmières en pratique avancée demain. Donc avec une valorisation des infirmières au bac plus 5. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pas mal cet après-midi avec la représentante du Conseil de l'Ordre. Donc avec un élargissement du champ de compétences, vous voyez, qui est très large. Donc prise en charge globale du patient, suivi de pathologie chronique, conduite des entretiens, examen clinique, prescription médicale, prescrire et interpréter des examens de biologie, pratiquer des actes techniques, et tout ça dans un parcours de soins qui est défini par le médecin, et puis avec pour chaque domaine d'intervention, les patients devront donner leur accord, de ce suivi par un infirmier, et donc l'infirmier devrait être en relation et informer bien sûr le médecin responsable de ce parcours de soins de toutes ces situations et de l'état des lieux de toutes ces investigations. Juste pour finir, pour vous dire aussi que certainement, vous voyez, c'est une longue histoire, mais cette longue histoire se répète. On en discutait tout à l'heure en préambule avec des collègues. Et cette longue histoire, elle est toujours la même. Avec Catherine Beauvais, on s'est pas mal occupé d'éducation thérapeutique. Et cette éducation thérapeutique, pour un exemple que j'ai mis en place il y a une douzaine d'années dans mon service, au niveau des rhumatismes inflammatoires chroniques, eh bien, vous allez voir, c'est toujours les mêmes questions et les mêmes problématiques. Et effectivement, les infirmières étaient vraiment très enthousiastes. Évidemment, elles ont une plus grande proximité par rapport aux patients qui leur posent beaucoup de questions auxquelles comment répondre, qu'est-ce qu'on peut répondre, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, quelle est ma place d'infirmière par rapport à ces réponses à ces questions, avec une demande de savoir, et ce qui est légitime, une profession va toujours évoluer, va vers plus de savoir au-delà d'une simple pratique, et puis un travail en équipe, surtout au niveau hospitalier. Et puis d'emblée, un protectionnisme médical qui est évident et qui se renouvelle là actuellement, on le voit dans toutes ces pratiques avancées des infirmières. La seule bonne information est-elle médicale? Oui, mais est-ce qu'on a le temps de le faire? Est-ce qu'on peut faire des consultations d'1 heure? Est-ce qu'une consultation d'1 heure est rentable? Qu'est-ce qu'en retire le patient de cette consultation prolongée, qui n'est en plus pas financée? Est-ce que le médecin pourrait être le seul récipiendaire du savoir? Je suis un peu provocateur, évidemment, alors que le savoir est accessible à tous, bien évidemment. Et puis l'histoire de responsabilité, de délication des tâches, qui est une donnée importante. Et ce que je peux vous dire, que dans cette expérience personnelle, où moi j'étais vraiment dans l'équipe, celui qui a voulu mettre ça en place, avec vraiment des réactions qui ont été soit neutres, soit négatives de l'ensemble de mes collègues de l'équipe il y a une dizaine d'années. Donc voilà, avec ces arguments que vous avez retrouvés. Donc oui, c'est simplement parce qu'il y a un déficit en médecins. Si on va former des sous-médecins, c'est simplement des mesures économiques. On va faire de l'information au rabais, voire de la désinformation. Faire attention de ne pas raconter toutes ces fake news qu'on peut voir sur Internet. Et puis les patients, de toute façon, ils ont confiance qu'en leurs médecins. 10 ans après, je peux vous dire que tout ça, ça a été aplani, et qu'on a une ETP qui marche très très bien, et qui associe
les médecins et les paramédicaux, et l'ensemble de mes médecins du service maintenant soutiennent tout à fait le projet, et c'est tout à fait en accord avec ce qui s'est fait. Donc on va essayer d'arrondir les angles. On va commencer par à ce que mes amis et collègues vous présentent ce qu'ils ont fait et ce qui marche, et c'est important. Une table ronde qui n'est pas toujours facile. Vous voyez, une table ronde qui est très jolie, mais auquel il n'est pas toujours facile de s'asseoir autour. Mais je pense que les expériences que vous nous montrez, mes collègues, vous allez voir, sont très positives et sont des exemples qu'il va falloir certainement reproduire et qu'il va falloir avancer dans la direction de ces coopérations interprofessionnelles qui sont très, très, très positives. Donc j'ai commencé à passer la parole à Gilles Berru.